Un couple de millionnaires assassiné chez lui, sans aucun signe de vol. Personne ne parvenait à comprendre le crime, car ils étaient si appréciés de tous. Mais pendant l'enterrement, les yeux attentifs d'une policière remarquèrent quelque chose d'étrange chez certaines personnes. Les fils et leurs attitudes après le crime éveillèrent rapidement les soupçons. Les policiers enquêtèrent plus en profondeur et firent une découverte à laquelle personne n'était préparé. Les détails de ce crime vont vous surprendre car il n'est pas ce qu'il semble être. Prêtez attention à chaque détail pour comprendre. Mais avant de continuer, je vous demande gentiment de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo et d'activer la cloche des notifications. Et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. C'est important pour nous. Maintenant, prêtez une grande attention à cette histoire pour en comprendre la fin. Allons-y. Fin des années 80. Beverly Hills était le portrait du rêve américain. Des rues propres, des palmiers alignés, des voitures importées et des manoirs qui semblaient aux sorties de films. C'était le symbole ultime du succès, où vivre signifiait avoir réussi dans la vie. Rien là-bas ne suggérait la peur, le crime ou la tragédie. C'était un endroit où les hauts portails et les pelouses impeccables ne cachaient que le luxe et la tranquillité. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Parmi ces familles privilégiées se trouvait celle des Menendez. À première vue, il semblait parfait. Le père, José Menendez, était un immigrant cubain qui avait atteint le succès par ses propres efforts. Intelligent, discipliné et extrêmement ambitieux, il fit carrière dans le monde de l'entreprise, occupant des postes importants dans de grandes sociétés du secteur du divertissement. Pour beaucoup, il était l'incarnation du self-made man, un homme parti de la pauvreté pour vivre parmi les millionnaires de Beverly Hills. Sa femme, Kitty Menendez, était tout son opposé en termes de tempérament. Douce, sensible et avec un air maternel, elle avait été enseignante avant de se consacrer entièrement à sa famille. Elle suivait chaque pas de ses fils, essayant de maintenir l'équilibre dans un foyer où la pression pour la perfection venait de toutes parts. Bien qu'elle semblât être une femme accomplie, des amis proches disaient que Kitty portait une tristesse silencieuse, un reflet de la vie intense et contrôlante de José. Le couple avait 2 fils, Lyle, l'aîné, âgé de 21 ans, et Eric, 18 ans. Jeunes, beaux, athlétiques et charismatiques, ils étudiaient dans des écoles privées et avaient accès à tout ce que l'argent pouvait acheter. De l'extérieur, ils étaient le portrait de la jeunesse dorée de Californie. Voitures de sport, fêtes, clubs de tennis et voyages internationaux. Mais à l'intérieur de la maison, l'ambiance était tout autre. Des sources proches de la famille décrivaient José comme un homme autoritaire, rigide et obsédé par les résultats. Il exigeait l'excellence en tout, y compris de ses fils, qui se sentaient souvent pressés de répondre à des normes impossibles. Kitty, de son côté, tentait d'adoucir la rigidité de son mari, mais sa propre fragilité émotionnelle rendait difficile le maintien de l'harmonie. Le foyer, qui aurait dû être un refuge, se transformait peu à peu en un champ de tension. Les voisins voyaient rarement des disputes, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas. Il y avait une distance perceptible entre le père et les fils, un mélange de respect et de peur. Lyle, le plus confiant, affrontait son père de temps en temps. Eric, le plus introverti, se renfermait sur lui-même. Pourtant, lorsqu'ils apparaissaient en public, tous semblaient heureux. Les photos de famille montraient des sourires étudiés, des déjeuners dans des restaurants chers et des voyages en famille, l'image parfaite du succès et de l'unité. Cependant, derrière cette façade de prospérité, un abîme émotionnel se creusait. José était le type d'homme qui croyait que la vulnérabilité était une faiblesse, et ses fils savaient que montrer de la peur ou échouer n'étaient pas des options acceptables. Kitty, de plus en plus isolée, se réfugiait dans les médicaments et tentait de préserver les apparences. C'était une maison entourée de luxe, mais où le silence pesait. Les dîners étaient en froid, les conversations courtes et l'atmosphère tendue. Pourtant, personne de l'extérieur ne se doutait de rien. Après tout, qui aurait pu imaginer que derrière les portails en fer et les voitures de luxe se trouvait une famille sur le point de s'effondrer? Personne n'imaginait que, derrière les murs d'un manoir millionnaire, se cachait une tension familiale prête à exploser lors d'une des nuits les plus choquantes de 1989. La nuit de la tragédie, 20 août 1989. C'était un dimanche chaud d'été à Beverly Hills. Le manoir des Menendez, situé sur l'élégante Elm Drive, était silencieux cette nuit-là. Kitty et José avaient repassé la journée à la maison, tandis que leurs fils, Lyle et Eric, étaient sortis ensemble, chose courante pour un week-end. Rien ne semblait anormal. La famille se préparait pour une nouvelle semaine de routine,
Mais dans les heures qui suivirent, tout allait changer pour toujours. Vers 23 heures, José et Kitty étaient dans le salon de télévision, se relaxant après le dîner. L'ambiance était confortable, avec une lumière douce et le son de la télé remplissant l'espace. Soudain, le silence du voisinage fut rompu par plusieurs coups de feu. Les résidents proches entendirent le bruit, mais peu imaginèrent que cela venait de cette maison. Quelques minutes plus tard, le téléphone de la police sonna. De l'autre côté du fil, une voix tremblante et désespérée disait « Quelqu'un a tué mes parents ». C'était Eric Menendez, pleurant et presque incapable de parler. Quand les voitures de police arrivèrent, elles trouvèrent les deux frères à l'extérieur du manoir, enlacés, visiblement secoués. Ils pleuraient, criaient et semblaient en état de choc. En entrant, les policiers furent confrontés à l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire criminelle américaine. José était affalé sur le canapé et Kitty, quelques mètres plus loin. Tous deux avaient été touchés à plusieurs reprises. L'horloge indiquait 23h47. La maison était intacte, porte sans signe d'effraction, objet de valeur toujours en place et rien ne semblait avoir été volé. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Dans les premières minutes, la police traita l'affaire comme un possible vol qui aurait mal tourné. Le riche quartier de Beverly Hills était parfois la cible de cambriolage et l'hypothèse semblait raisonnable jusqu'à ce que les preuves commencent à raconter une autre histoire. Les enquêteurs remarquèrent que les tirs avaient été ciblés. Ce n'était pas une attaque aléatoire, c'était personnel, précis. José fut touché en premier alors qu'il regardait la télévision sans aucune chance de réagir. Kitty tenta de s'enfuir, mais fut également touchée juste après. La scène révélait non seulement de la violence, mais aussi une intention et une proximité émotionnelle. Les frères, à ce moment-là, étaient considérés comme des victimes. Lyle, l'aîné, endossa le rôle de porte-parole, répondant fermement aux policiers, tandis qu'Eric pouvait à peine s'arrêter de pleurer. Tous deux affirmaient être allés voir un film et, à leur retour, avoir trouvé leurs parents déjà sans vie. Au cours des heures suivantes, la résidence des Menendez fut encerclée par des patrouilles, des journalistes et des curieux. C'était le genre de tragédie que personne ne s'attendait à voir dans un quartier aussi sophistiqué. Le lendemain matin, les journaux télévisés locaux affichaient des titres comme « Un couple d'hommes d'affaires assassiné à Beverly Hills ». La police, cependant, ne trouvait aucune piste concrète, aucun suspect, aucune empreinte digitale étrange, aucun signe d'invasion. Tout indiquait que celui qui avait fait cela connaissait la maison et la routine de la famille. Pendant que les enquêteurs tentèrent de comprendre ce qui s'était passé, les frères commencèrent à recevoir le soutien d'amis et de parents. On les vit aux funérailles, étreignant des proches et pleurant intensément. L'image de deux jeunes riches, soudainement orphelins, émut l'opinion publique. Cependant, quelque chose commença à intriguer les détectives, le comportement des deux après la tragédie. Au lieu de se retirer, Lyle et Eric se mirent à sortir fréquemment, fréquentant des restaurants chers, achetant de nouvelles voitures et faisant des voyages. Pour certains, c'était juste une façon de gérer le traumatisme. Pour d'autres, ce comportement semblait bien trop étrange. Pourtant, officiellement, l'affaire restait sans réponse. La police n'avait toujours pas de preuves directes et le mystère grandissait de jour en jour. Les titres des journaux changeaient, mais la question demeurait – qui aurait eu une raison d'attaquer l'une des familles les plus influentes de Beverly Hills? À ce stade, personne n'imaginait que les principaux suspects étaient devant les caméras, pleurant la mort de leurs propres parents. La tragédie, qui semblait être un mystère de luxe et de violence, était encore loin de révéler sa vérité la plus sombre. Les enquêtes et le luxe post-tragédie, 1989-1990. Dans les jours qui suivirent le crime, Beverly Hills fut envahie par les caméras, les reporters et les curieux. L'affaire Menendez n'était pas seulement un autre crime violent, c'était un événement qui ébranlait les fondements de l'élite américaine. Une famille exemplaire, connue pour son prestige et sa richesse, devenait maintenant le centre d'un mystère troublant. La police de Los Angeles entama une enquête détaillée. La première étape fut d'analyser la scène du crime. Aucun signe d'effraction, aucune preuve de lutte, aucun objet de valeur n'avait été volé. Les enquêteurs commencèrent à se demander si ce n'était pas un vol. Qu'est-ce qui aurait pu motiver quelqu'un à attaquer un couple si respecté? Pendant ce temps, les fils Lyle et Eric Menendez essayèrent de continuer leur vie, mais d'une manière qui allait bientôt attirer l'attention. Dans les jours qui suivirent les funérailles, ils commencèrent à dépenser de grosses sommes d'argent. Lyle acheta des voitures de luxe, des montres chères et même une pizzeria à Princeton, la ville où il étudiait. Eric engagea des professeurs de tennis, voyagea en Europe et commença à fréquenter des fêtes avec des amis.
Ces dépenses ne passaient pas inaperçues. Pour les détectives, cela ressemblait au comportement de deux jeunes gens essayant de profiter d'un héritage fraîchement reçu. Mais officiellement, il n'y avait toujours aucune preuve contre eux. La police continuait de travailler sur l'hypothèse d'un vol planifié ou d'une vengeance professionnelle. Après tout, José Menendez était un cadre important et s'était fait de nombreux ennemis dans le monde des affaires. Avec le temps, les enquêteurs commencèrent à croiser les informations sur le profil de la famille. Ils découvrirent que José était un homme extrêmement rigide et contrôlant, et qu'il y avait de constantes disputes à la maison, principalement avec Lyle. L'image publique de la famille parfaite commençait à se fissurer. Malgré cela, les frères maintenaient les apparences. Ils donnaient des interviews émues, apparaissaient à des événements et montraient une souffrance apparente. Le public les voyait comme des jeunes traumatisés essayant de se reconstruire après une tragédie. Mais un détail attira l'attention de la police. Eric, le plus jeune, commença à montrer des signes d'instabilité émotionnelle. Il pleurait fréquemment, évitait les interviews et avait du mal à garder son calme lorsqu'on l'interrogeait sur la nuit du crime. Les détectives remarquèrent que lorsqu'ils étaient interrogés séparément, les frères donnaient des versions identiques, presque répétées, de ce qu'ils avaient fait cette nuit-là. Ils disaient être allés voir un film et être revenus vers 23 heures pour trouver leurs parents morts. Cependant, aucun témoin ne put confirmer qu'ils étaient réellement au cinéma. Les soupçons grandissaient, mais l'affaire restait sans preuve concrète. L'arme utilisée ne fut jamais retrouvée, et leur comportement émotionnel, tantôt triste, tantôt extravagant, déconcertait même les experts. Pendant ce temps, l'opinion publique était divisée. Il y avait ceux qui croyaient en l'innocence des frères, les voyant comme des jeunes essayant de faire face à leur douleur. D'autres, cependant, voyaient leur style de vie luxueux comme quelque chose de froid et de calculé. Dans une tentative d'apaiser sa douleur, Eric commença une thérapie. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que dans ce cabinet, le destin de l'affaire Menendez commencerait à changer pour toujours. Le détective en charge de l'affaire déclara même dans une interview des années plus tard, quelque chose chez ces garçons ne collait pas. Ils pleuraient, mais il y avait quelque chose de répété dans leur regard. Cela ressemblait à une pièce de théâtre très bien mise en scène. L'affaire, autrefois traitée comme un mystère, commençait à prendre une nouvelle tournure. Le comportement suspect, les contradictions et l'argent dépensé de manière exagérée alertèrent les autorités. Et puis, 1 an après le crime, une information inattendue allait faire surface, quelque chose qui démantèlerait tout le récit d'innocence construit jusqu'alors. Un secret gardé dans un cabinet de consultation commencerait à révéler ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, et l'aveu que personne n'attendait transformerait l'affaire Menendez en l'un des procès les plus controversés de l'histoire des États-Unis. L'aveu et le revirement, 1990-1993. 1 an s'était écoulé depuis le crime qui avait choqué Beverly Hills. L'affaire Menendez commençait à se tasser, sans preuves solides, sans suspects officiels. Pour beaucoup, il semblait qu'il n'y aurait jamais de réponse. Mais il suffirait d'une conversation dans un cabinet d'apparence ordinaire pour renverser complètement le cours de l'histoire. Après des mois à essayer de gérer la culpabilité et la pression, Eric Menendez chercha une aide psychologique. Il fut suivi par le thérapeute L. Jérôme Oziel, un professionnel respecté à Los Angeles. Lors des premières séances, Eric semblait renfermé, mais avec le temps, il commença à s'ouvrir. Il parlait de sa peur, de ses cauchemars et du poids qu'il portait depuis la nuit du crime. Ce que le thérapeute ne s'attendait pas, c'est que lors d'une de ces séances, Eric ferait une confession stupéfiante. Il admit que lui et son frère Lyle avaient été les auteurs des tirs qui avaient coûté la vie à leurs propres parents. Il dit que l'acte n'avait pas été motivé par l'argent, mais par des années de peur, de douleur et de souffrance à la maison. Selon son récit, ils avaient vécu sous une routine de contrôle extrême et de punition constante, ce qui les aurait poussés à bout. Le thérapeute fut choqué. En raison de l'éthique professionnelle, le contenu des séances était confidentiel. Cependant, un événement inattendu allait tout changer. L'ex-petit ami d'Oziel, Judalon Smith, entendit des extraits de l'enregistrement fait par le psychologue lui-même, des enregistrements qu'il gardait comme preuve de sécurité. Après la fin de leur relation, Judalon contacta la police et révéla ce qu'elle savait. En mars 1990, le contenu des cassettes parvint aux enquêteurs. À l'intérieur se trouvait l'aveu complet d'Eric Menendez, décrivant le crime et confirmant l'implication de son frère. Ce qui, pendant des mois, avait été un mystère, était maintenant devant la police et les caméras. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le même jour, Lyle Menendez fut arrêté à son domicile.
Eric, qui était en Israël pour un tournoi de tennis, retourna aux États-Unis quelques jours plus tard et se rendit aux autorités. L'arrestation des frères fit la une des journaux nationaux. Le pays entier était sous le choc. Comment deux jeunes riches, bien éduqués et apparemment aimants envers leurs parents, pouvaient-ils commettre quelque chose d'aussi inimaginable? Les télévisions américaines diffusaient chaque détail, du moment des arrestations aux premières audiences. Mais l'histoire était loin d'être simple. Pendant les interrogatoires, Lyle et Eric affirmèrent avoir agi en légitime défense. Selon leur nouvelle version, leurs parents et surtout leur père José leur auraient fait subir des années d'abus physiques et psychologiques. Ils dirent qu'ils vivaient dans la peur, croyant qu'ils seraient tués s'ils essayaient de s'enfuir. La défense construisit alors un récit de terreur domestique, montrant que derrière le manoir luxueux se cachait un foyer marqué par le contrôle et la violence. De son côté, l'accusation affirmait que tout était un mensonge, que les frères avaient planifié le crime, mus par la cupidité et le désir d'hériter d'une fortune millionnaire. Le public était divisé. Les émissions de télévision, les journaux et les magazines débattaient de l'affaire quotidiennement, tandis que certains voyaient les Menendez comme des victimes d'une enfance traumatisante, d'autres les qualifiaient d'assassins froids et calculateurs. Pendant les premiers procès retransmis en direct, l'émotion fut immense. Les larmes des frères au tribunal divisèrent ces opinions. Il y avait ceux qui croyaient sincèrement à leur souffrance et ceux qui voyaient tout comme une mise en scène. L'affaire Menendez cessa d'être une simple enquête criminelle pour devenir un spectacle médiatique sans précédent. En 1993, après de longues procédures et des impasses au sein du jury, il fut décidé que les frères feraient face à un nouveau procès, cette fois avec des règles plus strictes. La vérité devenait de plus en plus floue. Le pays entier regardait, partagé entre la compassion et l'indignation. Au tribunal, deux versions s'affrontaient, celle de deux fils qui disaient avoir vécu un enfer et celle de deux jeunes accusés d'avoir tué pour de l'argent. Le procès des frères Menendez allait devenir l'un des plus controversés de l'histoire américaine. Le procès et la vérité révélée, 1993-1996. Le procès des frères Menendez se transforma en un véritable spectacle médiatique. Pour la première fois, une affaire criminelle de cette ampleur était télévisée en direct, permettant à des millions d'Américains de suivre chaque détail du processus. Lors des premiers témoignages, Lyle et Eric maintenaient la version d'un vol, mais les contradictions commencèrent bientôt à apparaître. Les enquêteurs découvrirent qu'après le crime, les frères avaient dépensé des sommes exorbitantes. Voitures de sport, montres de luxe, voyages internationaux et vêtements chers. La théorie de la police changea complètement. Les Fields avaient planifié le crime pour hériter de la fortune de leurs parents. Mais au tribunal, un nouveau rebondissement changea tout. Les avocats de la défense de Lyle et Eric présentèrent une version choquante, affirmant que les frères n'avaient pas agi par cupidité, mais en raison d'années d'abus physiques et psychologiques commis par José Menendez. Selon les avocats, la mère, Kitty, aurait été complice et passive face à la souffrance de ses fils. Les témoignages émurent le public. Beaucoup commencèrent à se demander, les frères étaient-ils des monstres froids ou des jeunes traumatisés essayant d'échapper à un cycle de peur et de douleur? Eric, le plus jeune, pleura même lors de plusieurs audiences, racontant qu'il craignait constamment pour sa propre vie et celle de son frère. Le procès fut divisé en deux procédures, car le jury ne parvint pas à un verdict unanime lors de la première tentative, en 1994. Ce n'est qu'en 1996, après un nouveau procès, que les frères furent déclarés coupables d'homicide au premier degré et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence divisa l'opinion publique. Tandis que beaucoup croyaient la punition juste, d'autres voyaient les frères comme des victimes d'un système familial oppressif et d'une société qui ignorait la souffrance silencieuse à l'intérieur des maisons parfaites de Beverly Hills. Même derrière les barreaux, l'affaire Menendez n'a jamais cessé de susciter la curiosité, les doutes et les discussions, surtout lorsque, des décennies plus tard, de nouvelles révélations commencèrent à émerger. Après la condamnation, le silence, les doutes et la renaissance de l'affaire. Après leur condamnation en 1996, Lyle et Eric Menendez furent envoyés dans des prisons différentes en Californie, purgeant une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant des années, le nom Menendez fut associé au luxe, à la tragédie et à l'ambition, un symbole de l'effondrement moral au sein des familles riches de Beverly Hills. Pendant leurs premières années de prison, tous deux vécurent sous une surveillance médiatique intense. Lyle se maria 2 fois en prison
et Eric trouva également une compagne par correspondance. Malgré la distance et les barreaux, ils cherchèrent à reconstruire un sens à leur vie. Pourtant, les doutes sur l'affaire ne disparurent jamais. Année 2000, le renouveau de l'intérêt public, avec l'apparition de documentaires, de livres et de séries inspirées du crime comme Law and Order, True Crime, The Menendez Murder, l'histoire fut de nouveau débattue avec force. Beaucoup commencèrent à voir l'affaire sous un nouvel angle, celui des abus familiaux et des traumatismes psychologiques que les frères prétendaient avoir subis. Des avocats, des psychologues et même d'anciens détectives commencèrent à affirmer que les allégations de Lyle et Eric auraient pu être ignorées ou minimisées lors du procès initial. Nouvelles preuves et campagnes de soutien. Dans les années 2010 et 2020, de nouveaux mouvements de soutien émergèrent sur les réseaux sociaux. Des jeunes qui n'étaient même pas nés en 1989 se mirent à défendre les frères, attirant l'attention sur de possibles failles dans le processus. En 2023, un enregistrement inédit fit surface. Une femme proche de la famille confirmait qu'elle était au courant des abus rapportés par Eric et Lyle et qu'elle avait alerté des proches avant la tragédie. Cette découverte relança le débat sur la légitimité de la condamnation et le manque de sensibilité de la justice dans les années 90. Les retrouvailles des frères. Après plus de 2 décennies de séparation, en 2018, Lyle et Eric purent enfin être transférés dans la même prison, à San Diego. Leurs retrouvailles furent décrites par les deux comme l'un des moments les plus émouvants de leur vie. Depuis, ils maintiennent une bonne conduite, participent à des programmes de réhabilitation et à des activités communautaires au sein du pénitencier. Actualité 2025. Aujourd'hui, près de 36 ans après le crime, l'affaire Menendez continue d'être un sujet de discussion dans les universités, les podcasts et sur les plateformes de streaming. Des pétitions en ligne demandent la révision de la sentence, s'appuyant sur les nouvelles déclarations de témoins et sur des études sur les traumatismes et la violence domestique. Pendant ce temps, Lyle et Eric restent en prison, mais unis, maintenant un contact constant avec le public par le biais de lettres, d'interviews et de messages d'espoir. Ils affirment ne pas chercher la pitié, mais la compréhension, souhaitant que la société tire des leçons de la douleur qui a marqué leur vie. 3 décennies plus tard, l'affaire Menendez continue de résonner comme un miroir de la fragilité humaine, où l'éclat du succès a caché le cri de désespoir que personne n'a voulu entendre. Controverse 1990-2025. L'affaire Menendez ne s'est pas terminée avec la sentence de prison à perpétuité. Au contraire, elle a continué à provoquer des débats, à soulever des questions sociales et à diviser les opinions pendant des décennies. Ce qui a commencé comme une tragédie familiale dans un manoir luxueux est devenu l'une des affaires criminelles les plus discutées de l'histoire des États-Unis, non seulement pour la violence du crime, mais aussi pour la complexité psychologique qui entourait les protagonistes. Dans les années qui ont suivi le procès, la presse a maintenu l'intérêt pour l'affaire. Documentaires, livres et reportages spéciaux explorèrent les détails de la vie de Lyle et Eric, les abus allégués, leur comportement étrange après la mort de leurs parents et la dynamique familiale elle-même. Certains experts ont commencé à se demander si le récit de la légitime défense psychologique avait été ignoré au profit d'un verdict qui répondait aux besoins de justice immédiate et au sensationnalisme médiatique. La couverture médiatique intense a transformé l'affaire Menendez en quelque chose de plus grand que le crime lui-même. La presse américaine a créé un spectacle, diffusant des débats passionnés sur la morale, la justice et les privilèges. Tandis que beaucoup voyaient les frères comme des monstres froids, d'autres les percevaient comme des victimes d'un foyer autoritaire, où la peur constante rongeait la santé mentale de 2 jeunes hommes. Des émissions de télévision, des séries et des podcasts ont raconté l'histoire à plusieurs reprises. En particulier, des productions comme Law and Order, True Crime et des documentaires en streaming ont mis en lumière les séances de thérapie d'Eric et les enregistrements qui ont conduit à l'arrestation des frères. Chaque nouvelle production ravivait la discussion. Les Menendez étaient-ils des assassins calculateurs ou des jeunes traumatisés qui avaient réagi de manière extrême? Après des années de séparation, Lyle et Eric ont finalement été réunis dans la même prison de San Diego en 2018. Leurs retrouvailles ont été décrites par les deux comme étant émotionnellement intenses. Ils ont commencé à participer à des programmes d'éducation, de lecture, de conseils et à des activités internes visant à la réhabilitation. Même derrière les barreaux, ils cherchaient à garder un certain contrôle sur leur vie
et un espace de réflexion sur les erreurs et les douleurs qui les ont marqués depuis l'enfance. Pendant cette période, des lettres, des interviews et des récits publics ont commencé à construire un récit parallèle, celui de frères qui souhaitaient être compris et non seulement jugés. Ils ne nient pas le crime, mais soulignent l'historique des abus et l'impact psychologique qui a façonné leurs décisions. Le public, désormais partagé entre indignation et compassion, continue de débattre de la véritable motivation derrière le meurtre de José et Kitty Menendez. Ces dernières années, de nouvelles informations ont fait surface. Des témoignages de personnes proches de la famille et la réanalyse des preuves indiquent que certains aspects de l'abus psychologique rapportés par les frères ont pu être sous-estimés ou négligés lors du procès initial. Des experts en traumatisme familial soulignent que les enfants et adolescents soumis à une violence continue peuvent développer des réponses extrêmes, y compris des actes d'autoprotection qui défient le sens commun. En 2023, des documents inédits et des témoignages d'anciens employés et voisins ont émergé, confirmant que José Menendez était autoritaire et qu'il y avait de fréquents épisodes d'abus verbal et psychologique. Bien que ces preuves ne modifient pas officiellement les condamnations, elles ravivent le débat sur la justice appliquée et la manière dont le système juridique traite les crimes dans un contexte familial. L'affaire Menendez a laissé un héritage complexe. Elle est devenue une référence dans les études de psychologie criminelle, de traumatisme infantile et d'abus familial. Les universités et les facultés de droit analysent l'affaire pour comprendre comment les facteurs psychologiques influencent la perception de la culpabilité et comment les médias peuvent impacter les jugements publics. De plus, l'affaire a influencé la manière dont la société perçoit les jeunes impliqués dans des crimes graves, l'idée que la richesse et l'apparence ne garantissent ni protection ni bonheur et que la violence domestique peut se produire même dans des foyers en apparence parfaits. Plus de 35 ans plus tard, l'affaire Menendez reste vivante dans la mémoire collective. Ce n'est pas seulement une histoire de meurtre, c'est un miroir des complexités de la famille, du traumatisme et de la justice. La société se demande encore, jusqu'à quel point la souffrance psychologique peut-elle justifier des actions extrêmes? Le nom Menendez demeure un symbole de tragédie, de débat et d'apprentissage. Et même après des décennies, la question qui plane sur Beverly Hills est la même. Que s'est-il réellement passé cette nuit d'août 1989? Et qui sommes-nous pour juger ce qui s'est passé entre quatre murs où personne n'a pu voir la douleur? L'affaire reste un sombre rappel que le luxe ne cache pas toujours le bonheur et que l'apparence de la perfection peut dissimuler des secrets dévastateurs, capables de changer des vies pour toujours.